Donc on va rentrer dans la thématique globale avec un avertissement. Donc avec un avertissement qui est le suivant. Dans le cadre du crime contre l'humanité que représentent les razzias négrières et l'esclavage, le récit historique des descendants de victimes ne saurait être identique au récit révisionniste des descendants de négriers. Parce qu'une telle situation conduirait inexorablement à la dépréciation du crime. Et nous nous enfermons nous-mêmes dans un piège. Parce que nous n'avons pas affaire à des gens qui nous aiment. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, les traites négrières, essai d'histoire globale, ouvrage historique ou révisionniste. Donc, comme vous le savez, Petré Grenouillot a même reçu donc, le prix du Sénat d'histoire en 2005 pour son ouvrage qui est une vraie fumisterie. Mais on aura l'occasion de le voir parce que Petré Grenouillot n'est que la face visible d'un iceberg dont la face cachée est immense. Et vous allez voir arriver des choses qui dépassent l'entendement. Et si vous ne comprenez pas aujourd'hui que vous êtes les seuls supporters sponsors, non seulement de l'histoire africaine, mais aussi des chercheurs et des historiens, nous allons le payer cash, mais pas seulement nous, nos enfants aussi. Parce que là, ce n'est plus une partie de plaisir. Nous sommes en guerre, autant vous le dire franchement. Et nous sommes en tenue de combat, puisque notre tenue de combat, c'est notre couleur de peau. Quels sont les postulats posés par Olivier Petré Grenouillot dans son ouvrage? Tout d'abord, on encense l'approche globale en disant que c'est la meilleure approche historique. Nous allons voir en fait ce qu'entraîne ce postulat. Ensuite, il parle d'une Égypte esclavagiste. Donc on a vu déjà un certain nombre de points importants avec Jean-Charles. Ensuite, la livraison des captifs fut une affaire afro-africaine, ce qui est extraordinaire, de roi nègre, dont on ne donne jamais le nom d'ailleurs. Une traite interne africaine de 14 millions d'âmes, donc une profusion de royaumes négriers à l'intérieur des terres. Une traite européenne de seulement, on a envie de dire, 11 millions d'âmes, ce qui est extraordinaire. Et une traite orientale de 17 millions d'âmes. Là-dessus, sur la base de monologues historiques reposant sur de la calomnie. Donc, compte tenu du niveau d'ignominie d'un certain nombre d'individus qui aujourd'hui disent qu'ils sont historiens, je pense qu'il n'y a pas 36 000 alternatives. Il faut véritablement taper du poing sur la table, parce que nos enfants, non seulement à travers leur ouvrage scolaire, mais aussi à travers un certain nombre de magazines, se retrouvent confrontés à des thématiques. Vous voyez par exemple Sylvie Brunel, j'ai été lui dire ce que je pensais directement à l'université de Montpellier. Wow. Vous voyez? Donc, c'est justement pour qu'elles comprennent que quand on veut dialoguer aujourd'hui, ben nous on est prêts à se déplacer maintenant pour aller discuter avec un certain nombre de personnes. Vous voyez? Donc avec des phrases telles que l'Occident doit-il se sentir coupable du sous-développement de l'Afrique. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire en sorte que les nègres soient responsables du sous-développement de l'Afrique. Parce que c'est nous qui avons construit les bateaux négriers qui nous ont emmenés là-bas. Donc arrivé à ce stade-là, je pense qu'il n'y a pas 36 000 choses. Il faut taper du poing sur la table. Donc, premièrement, de l'intégrité de M. Olivier Petré Grenouillot. Dans le cadre d'une interview accordée par l'auteur au journal du dimanche, le mois de juin 2005, M. Petré Grenouillot tient les propos suivants. Il dit « C'est aussi le problème de la loi Taubira qui considère la traite des Noirs par les Européens comme un crime contre l'humanité, incluant de ce fait une comparaison avec la Shoah. Les traites négrières ne sont pas des génocides. Le génocide juif et la traite négrière sont des processus différents. Il n'y a pas d'échelle de Richter des souffrances. » Donc on voit très bien qu'ici, cet historien est là pour semer la confusion et faire des amalgames, puisque la loi qui traite des crimes ne mentionne pas les génocides. Mais là, il fait l'amalgame lui-même. Donc naturellement, une telle déclaration a valu à son auteur donc une tentative de procès en justice pour contestation de crimes contre l'humanité. Mais le simple fait qu'il y a eu cette action en justice nous permet aujourd'hui d'apprécier en fait le parti pris de l'auteur. Parce que voilà un auteur qui écrit un ouvrage sur les traites négrières et qui est prêt à se faire condamner par la justice pour contestation de crimes contre l'humanité. Donc à partir de là, on peut considérer que sa crédibilité, elle est nulle. La deuxième chose,
Parce qu'il n'y a pas que Préfet Grenouillot. Il y a l'échafaudage sur lequel il repose. Et c'est cet échafaudage-là qui pose un sérieux problème aussi en France aujourd'hui, puisque prenons le cas maintenant de la vision globale d'Olivier Pétré-Grenouillot. Lorsque l'historien Martin Bernal, qui a écrit un ouvrage Black Athena, parlait d'une histoire globale dans le milieu universitaire pour expliquer l'éclosion de la civilisation en Europe, avec comme soubassement et comme soutien l'Afrique, Maurice Sartre, qui est professeur d'histoire ancienne à l'université François Rabelais de Tours et membre de l'Institut universitaire de France, se faisait l'avocat de ce milieu universitaire dans le journal Le Monde, dans un article intitulé « Grèce, fille d'Afrique ?» point d'interrogation. Et qu'est-ce que dit M. Sartre? M. Sartre dit « Black Athena ». Sous ce titre provocateur, Martin Bernal défend l'idée que la Grèce doit une part essentielle de sa culture à l'Égypte et au Proche-Orient sémitique, d'où partir des colons au deuxième millénaire. Comme les civilisations égyptiennes et sémitiques proviennent elles-mêmes d'une racine commune afro-asiatique qui prit naissance en Afrique orientale, la Grèce serait donc indirectement fille de l'Afrique. Conclusion de l'auteur. En réalité, Martin Bernal pratique ce que les historiens refusent aujourd'hui, une tentative d'explication globale dont chacun sait qu'elle ne peut pas répondre aux complexités de l'histoire. Donc la question est, si la méthode globale de Bernal a été combattue par l'establishment universitaire français, qui disait que la méthode globale ne correspond pas aux complexités de l'histoire, pourquoi cette même establishment a acclamé l'historiographie globale de Pétré-Grenouillot dans le cadre de la traite négrière? Ce qui prouve bien qu'il y a deux poids, deux mesures dans ce pays, chaque fois qu'il s'agit des nègres. Et ça, il faut le dire. Vous voyez? Donc ça, il faut mettre les points sur les i. Troisièmement, les lacunes de l'approche d'Olivier Pétré-Grenouillot. Premièrement, Olivier Pétré-Grenouillot n'a pas éprouvé sa thèse historique, c'est-à-dire les sources citées sont pratiquement 98% européennes. Pour une histoire globale, c'est bizarre. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est-à-dire que là même, on comprend pourquoi nous, qui sommes concernés par cette histoire, nous ne pouvons pas être satisfaits de tel travail. Nous le vomissons, pour le dire clairement. Olivier Pétré-Grenouillot, deuxième point, n'a pas consulté les récents travaux des spécialistes, c'est-à-dire les historiens panafricains, les égyptologues, qui pouvaient lui apporter des éléments de réflexion. Et c'est pour ça qu'on va le faire rôtir comme un poulet dans le feu, parce que dans le four, tout à fait, parce que c'est là où nous allons le prendre à son propre piège, parce que monsieur veut jouer à l'intéressant. Troisièmement, Olivier Pétré-Grenouillot reprend les vieux arguments des négriers européens, comme l'a dit Jean-Charles, sans chercher à les corréler à la réalité historique. C'est-à-dire que cette approche-là, justement, contraste avec ce qu'a fait Bernal. Parce que qu'est-ce que Bernal a fait? Bernal a dit il y a un modèle ancien, qui était la vision qui repose sur le testament des anciens. Ensuite, il y a un modèle arien qui repose sur qui défend la suprématie blanche, qui est le modèle qu'utilise l'historiographie universitaire mondiale occidentale aujourd'hui. Moi, je propose un modèle ancien révisé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on sent une approche quand même si on n'est pas totalement d'accord avec tout. Mais au moins, il y a un fondement. Chez Olivier Pétré-Grenouillot, il n'y a rien. Quatrièmement, Olivier Pétré-Grenouillot n'a pas pris en compte le principe de causalité historique, comme l'a dit Jean-Charles. C'est-à-dire, quels sont les facteurs sociaux, économiques, idéologiques, religieux, technologiques qui peuvent expliquer les raids maritimes des Européens en Afrique? Et aussi, quelles ont été les conséquences économiques, sociales, idéologiques et humaines pour l'Afrique? Et faire la projection jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui n'existe pas. Et naturellement, sournoisement, Pétré-Grenouillot a éludé la question centrale du Code noir. Parce que le Code noir n'a pas été rédigé par les rois africains. Le Code noir n'a pas été appliqué en Afrique. Et le problème central de cette affaire-là, c'est quand même le Code noir. Parce qu'il y a encore l'individu en Afrique qui a rédigé un document pour dire qu'un être humain, c'était un bien meuble. Et comme l'a dit Jean-Charles, donc moi personnellement, et que cela soit dit et qu'on le sache, le problème que j'ai à régler, c'est le problème du Code noir. Parce que ce problème-là est grave. C'est l'échec total de la philosophie et de la pensée occidentale. Ces gens sont totalement
avec des individus qui considéraient... Vous vous rendez compte, depuis qu'ils ont aboli l'esclavage, par rapport au temps qu'on a été traités comme des biens meubles, on a encore quelques années à tirer. On a été plus considérés comme des biens meubles que comme des citoyens de ce pays, totalement à part d'ailleurs. Bon. Quatrièmement, l'effet de diversion historique. C'est-à-dire que Olivier Pétré-Grenouillot désigne l'Égypte ancienne comme la grande pourvoyeuse d'esclaves dans l'Antiquité, en s'appuyant sur un récit biblique qui repose sur rien, qui est du vent, c'est une fable romantique, en éludant l'étude même de la langue égyptienne, donc langue africaine de la période pharaonique, qui pourrait lui permettre d'avoir donc des éléments étymologiques. Ensuite, il élude même la problématique de l'origine même européenne du terme esclave, parce que c'est de ça dont il s'agit, la paternité. Il y a aucun dictionnaire africain dans lequel le mot esclave existe. Bon. Et en masquant ce qu'on peut appeler aussi cette traite blanche, Jean-Charles parle aussi de commerce, mais c'est européen-arabe. Et ça, on va le voir. C'est-à-dire ce qu'on appelle ces peuples-là, nomades, sémitiques, qui vivaient dans le milieu social du patriarcat. Donc on va rentrer dans les détails. Analyse du berceau culturel social des peuples sémitiques et indo-européens, la problématique du nomadisme et du patriarcat. Si on regarde, donc aujourd'hui, l'origine donc fondamentale du berceau sémitique, on s'aperçoit que quoi? Ce sont des gens qui vivaient essentiellement dans le désert, donc qui se déplaçaient comme des nomades, avec leur cheptel sur le dos. On ne le dit pas méchamment, mais il faut mettre les points sur les i à un moment. Donc il y avait une problématique de lutte contre le climat hostile. Ce climat hostile, c'était essentiellement la chaleur du désert. Et je sais de quoi je parle, puisque j'étais sur le terrain, donc je sais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces modes de vie? Le vol, la rapide et les batailles. Donc qui sont successifs, leurs propres historiens même en parlent. Ce n'est pas des choses qu'on invente. La valorisation du guerrier, l'infériorisation de la femme. Donc le père, comme a dit Jean-Charles, chef de famille. Et la convoitise des biens des sédentaires. Puisque ces gens-là sont constamment à la recherche de terre, de biens, de nourriture et compagnie. Donc à partir du moment où on vit dans de telles conditions, naturellement ça va avoir des incidences sur la philosophie et le moral même du peuple. Qui va trouver normal d'élaborer des codes noirs, parce que dans le monde sémitique, il y avait des codes noirs aussi. Bon. Donc à partir de là, voilà les conditions dans lesquelles ils vivaient. On se déplace beaucoup. Vous voyez? Comparativement à l'Égypte, où on ne trouve pas ce type d'habitat. Bon. Donc on sait que les berceaux ancestraux juifs et arabes se sont particulièrement illustrés dans la pratique esclavagiste même. Eux-mêmes, ils le disent. Babylone même était une entreprise esclavagiste, une cité esclavagiste. Et c'était la même chose pour la Syrie. Et voilà pourquoi le professeur Assouti dit que l'Arabie pré-islamique était déjà esclavagiste. Donc voilà pourquoi dans leurs propres documents, on retrouve l'origine même de ce qu'on appelle la déportation, où on attachait les gens par le cou. Et quand ces gens-là vont déferler en Afrique, vous allez retrouver ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté à des individus qui viennent appliquer les mêmes méthodes qu'ils ont déjà expérimentées et brevetées dans leur berceau originel. Ceci. Marque de fabrique sémitique. Copyright. Non mais il faut dire. Il faut dire. Vous voyez? Donc le problème fondamental, il est là. Bon. Ensuite, dans ce berceau, on a la déclaration donc, du sultan du Maroc qui dit que le trafic d'esclaves est un sujet sur lequel toutes les sectes et toutes les nations ont été d'accord depuis l'époque des fils d'Adam. Donc voilà pourquoi dans leur propre berceau, ils ont l'habitude d'avoir des esclaves qui sont issus d'eux-mêmes. C'est-à-dire dans leur région, ils se mettent les uns les autres en esclavage, c'est au gré du plus fort et du plus faible. Mais tant que ça se passe chez eux, franchement, je m'en fous. Je préfère vous le dire franchement. Je m'en fous. Tant que ça se passe chez eux, je m'en fous. Mais si jamais on voit, ils viennent parler de l'Afrique, je suis obligé de tirer la bouche. Parce que là, ça ne va plus. Donc, on se retrouve avec des salles de vente en milieu sémitique où les femmes sont habillées. Toutes les femmes qui sont en bas vont être vendues. On a salle de vente, on a des gens qui font monter les enchères. On a des hommes qui sont venus acheter. C'est pas nous qui avons fait le truc. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Vous voyez? Donc les femmes sont habillées et elles vont être vendues. Qui coulait à yo? Bon. Vous voyez? Voilà. Donc voilà l'origine du marché. Marque de fabrique sémitique. Donc il faut arrêter de couillonner les necks, c'est extraordinaire. Donc pour taper sur Abraham, dans la Bible même on dit qu'Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. 318 individus acquis à prix d'argent.
Donc Abraham même est un gros esclavagiste. Alors s'il y a des gens qui considèrent qu'ils vont un esclavagiste et qui viennent me dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité, je peux leur dire que la sortie est par là. On n'a rien à, vous n'avez rien à faire dans la salle. Bon. Le Coran maintenant, parce que chez les Arabes, c'est un genre plus subtil. Ils ont l'habitude de prendre les lettres aussi pour les mots. C'est-à-dire qu'ils vous disent que, oh, mais Mahomet disait que le pire des hommes, c'est celui qui vend les hommes. Parce que la preuve, c'est qu'il a pris Bilal, qui était comme par hasard un esclave, en tant que premier muezzin d'islam. Mais ces gens-là, voyez, le roi Ibn Saoud d'Arabie écrit quoi? Si notre sainte loi autorise l'esclavage, elle exige que les esclaves soient traités avec le soin paternel. Ceux qui agissent contrairement à la loi seront condamnés par Dieu. C'est-à-dire que les gars ont réussi un truc extraordinaire. On annonce la venue du royaume de Dieu dans lequel il n'y a ni maître ni esclave, avec un bouquin qui défend l'esclavage. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ce genre de cas, ce n'est pas le royaume de Dieu qu'on annonce. Je ne sais pas ce qu'on annonce, mais il va falloir quand même leur dire que s'il n'y a pas d'esclavage au royaume de Dieu et que tu as un bouquin qui explique qu'il faut traiter tes esclaves, franchement, ce n'est pas le royaume de Dieu, tu nous prends pour des cons. Et donc voilà pourquoi on se retrouve dans le berceau sémitique avec des traces, c'est-à-dire des documents. Ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est-à-dire qu'il y a des documents sur lesquels on voit bien qu'ils pratiquaient ce principe esclavagiste-là, donc dans leur berceau originel. Parce que là, on est vraiment obligé de, je dirais, franchement, d'aller carrément passer les couches en Perse, là. Nous, ils vont monter loin. Bon, maintenant, dans le monde indo-européen ancien, les Européens aussi sont issus du nomadisme, puisqu'on sait que dans leur berceau originel, les steppes euro-asiatiques, ils sont venus donc du nord, en fuyant la glaciation. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est la même chose que les Sémitiques. À une différence près, c'est le climat, là, il fait froid. Donc, on fuit le froid. Mais c'est le même système, le patriarcat, le nomadisme, la femme intériorisée qui compte pas, le chef de famille qui est maître de tout, la convoitise des terres et des biens d'autrui, hein, la valorisation du physique masculin, débouchant même sur l'homosexualité, les parenthèses qu'on ferme. Donc naturellement, ces conditions-là vont avoir des répercussions sur le mental même des individus. Qui fait qu'à partir du moment où quelqu'un arrive devant la grotte, oh, c'est la panique déjà. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On vous montre deux Africains qui arrivent au Maroc à la télévision, on a l'impression que les Blancs, ici, vous disent déjà, ils vont rentrer en Europe. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas le sens de l'accueil. Il n'y a pas le sens de comment allez-vous. Il n'y a pas ça. Moi, j'avais un voisin qui disait jamais bonjour à personne dans l'immeuble, et on l'a vu à la télévision disant qu'il dialogue avec le monde sur Internet. Il y a deux individus qu'il faut franchement retenir, c'est Aristote et Platon, dans ce berceau indo-européen. Parce que Aristote a dit une phrase qui déjà condamne même la philosophie et l'histoire européenne au niveau de son berceau originel. Il a dit: il y a dans l'espèce humaine des individus aussi inférieurs aux autres que le corps l'est à l'âme ou la bête à l'homme. Ce sont ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le meilleur parti qu'on puisse en tirer. Quand il disait ça, il ne pensait pas aux Noirs. Il pensait à les esclavages chez eux. Donc à la limite, moi je m'en fous. Tant que ça reste chez eux, franchement, c'est leur problème. Moi je ne vais pas embêter les gens chez eux. Donc voilà pourquoi, dans leur berceau, il y a des vestiges. Vous voyez, la femme elle porte des chaînes. Donc c'est qu'ils ont déjà l'habitude, marque de fabrique copyright. Ils ont déjà l'habitude de le faire. Parce qu'il aurait fallu qu'ils nous montrent la même chose pour l'Afrique pour commencer à dialoguer. Parce que moi, quand j'attaque, je montre les documents. Donc il faut montrer les documents aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile de discuter avec du vent. Bon, donc en plus, il y a même des expositions. Hein? Et c'est pas pour rien que Michel-Ange même a représenté l'esclave. Il y a une sculpture qu'on appelle l'esclave, de Michel-Ange. Vous voyez que l'esclave il a représenté, ça n'a rien à voir avec les nègres. Bon. Donc Platon maintenant, qui a dit une phrase qui a été hautement mais dramatique pour notre destin sur les plantations. Il a dit: je ne vois que deux expédients pour éviter les révoltes sur les plantations. Le premier est de ne point avoir d'esclaves d'une seule et même nation, de manière à faire en sorte qu'ils ne puissent pas se comprendre. Cette phrase date, vous voyez, on est à 428-347 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire des siècles avant l'arrivée en Afrique. Les gars ont déjà bâti le système, comme a dit Jean-Charles. Le truc est déjà planifié. Donc naturellement, qu'est-ce qui va se passer?
on va se retrouver avec quoi? Eh bien, on va se retrouver avec des salles de vente. La différence avec le monde sémitique, c'est que la femme, elle est nue. Parce que là, nous sommes dans une autre perception culturelle. Mais vous avez toujours des gens qui sont venus acheter des esclaves, des gens qui font la crier pour faire augmenter les prix. Vous voyez, donc on a toujours cet endroit, cette ambiance de salle de marché. Marque de fabrique aussi, donc du berceau indo-européen. Vous voyez? Donc ça, c'est important quand même de le souligner. Et un témoignage historique, parce que c'est extraordinaire lorsque Peter Grenouillot dit que l'Égypte a été la grande initiatrice. Mais attendez, il faut arrêter de plaisanter. Le seul recensement qu'il y a eu dans l'Antiquité a été rapporté par Athénée de Naucratis, au 3e siècle après Jésus-Christ dans l'Attique. Et il dit, voilà, il y avait 21 000 Athéniens, 10 000 métèques pour 400 000 esclaves. C'est une plantation. 92% de la population est esclave. C'est-à-dire toute l'Attique est une plantation. Donc on voit bien qu'il y a déjà tout un système qui existe et qui est en place. Bon, maintenant prenons la problématique même de l'origine même du mot esclave. Puisqu'on sait que durant le Moyen-Âge, c'était les rois européens qui allaient faire des razzias à l'intérieur de l'Europe orientale pour aller chercher des peuples blancs, comme les Slaves, qu'ils considéraient comme païens. Vous voyez, il y a Henri de Wassler et autres, Othon Ier par exemple. Et ces captifs-là venaient alimenter un commerce entre les Arabes et les Indo-Européens. Donc un commerce européo-arabe qui a été prolifique entre Venise et l'Empire arabe. Vous voyez? Donc ça, il faut le dire. Parce que c'est de là même qu'on dit qu'ils ont trouvé l'argent pour financer après les expéditions. Donc le quai des esclaves à Venise est le vestige de ces vestiges-là, de cette période-là. Et c'est à ce moment-là, comme a dit Jean-Charles, que le mot slavus, qui désignait les Slaves, a donné sclavus, d'où le mot esclave, qui représente en fait des biens meubles européens. Voilà, je dirais, il n'y a pas... Et le Sénat de Venise, vous voyez, en grand argentier du fabrique, œuvrait pour limiter le nombre de captifs par bateau. Donc on avait l'habitude même de déporter les gens par bateau. Alors là, le contentieux commence déjà à venir un peu, quand on commence à faire le cahier des charges, il est un peu élevé. On a les razzias, on a les salles de vente, on a les ports, on a les bateaux, on a aussi le Sénat de Venise, donc, qui gère donc, le marché. Donc vous voyez, on a, et même au niveau de la Rome antique, on retrouve donc, vous voyez, slave market. Donc vestige et témoignage de la Rome antique. Donc ce que nous disons, quelle est la nature même du propos? La nature du propos est simple. Nous, on n'est pas là pour vouloir la guerre dans le monde, on veut la paix. Mais ce n'est pas en nous carençant dans le sens contraire de nos poils qu'on va avoir la paix. Non mais il faut le dire franchement. Bon. Voilà pourquoi, dans toute l'historiographie européenne ancienne, on retrouve des vestiges où vous avez des esclaves qui sont blancs. Et vous retrouvez donc toute une série de vestiges où les Européens et les Arabes s'entendent entre eux pour vendre des esclaves blancs, notamment des femmes, ceux qui donnent des cours de mille et une nuits et tout patati et patata. Vous voyez? Voilà. Donc on apprend même que même en France et en Espagne, il y avait des routes où les slaves étaient acheminés jusqu'à Marseille pour prendre des bateaux pour être déportés. Mais ça on ne dit pas. On va dire, on va sortir les documents, puisque manifestement, comme on veut qu'on dégaine, on va dégainer les documents. Bon. Donc, toute une série de littérature et tout un courant artistique au niveau de la peinture va témoigner de ça, où des femmes européennes vont se retrouver des captives, donc chez les Arabes. Et qui est-ce qui les vendait? C'était des Européens, même sous prétexte qu'elles étaient païennes. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'on cache. Vous voyez, même le fils, il regarde son papa faire là. Parce qu'après, c'est lui qui va faire. Il est bien l'apprentissage, CPE. Là, il fait son CPE là. Les documents sont là. Les documents sont là. On veut nous culpabiliser sur quoi? On veut nous faire avoir honte de quoi? Mais voilà les professionnels. On est des amateurs et on a construit des bateaux. Tout à l'heure, parce qu'il faut que j'avance. Donc, ce qu'il faut voir dans cette chose-là, c'est que maintenant il faut analyser le berceau africain. Et nous, on dit une chose.
On attend les gens sur le terrain du berceau africain. On est prêts. On défie même la planète entière, même la stratosphère, même les Martiens. Si on paye le billet de navette sous coupe spatiale. 600 qui peuvent venir raconter des éléments. Parce que nous, on sait une chose. De l'aveu même des historiens français qui ont étudié l'histoire depuis l'Antiquité, ils vous disent sédentarisme et patriarcat, qui caractérisent même la société couchite, c'est-à-dire les nègres. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est quoi? Une civilisation de sédentaires bâtisseurs de monuments. Vous voyez? C'est comme ça que le truc était compris. Ils s'installaient, comme a dit Jean-Charles, dans des vallées où il y avait des cours d'eau. C'est pas nous qui partions chasser les individus. Bon. Donc la valorisation de la nature nourricière et la recherche de l'harmonie avec elle, parce qu'on vit dans un climat il fait chaud. On est bien. Vous voyez, si les Européens étaient bien chez eux, ils seraient restés chez eux, sinon ils nous emmerdaient chez nous, c'est qu'ils n'étaient pas bien chez eux. Une vision de la femme comme égale et complémentaire à l'homme, puisque la femme même était reine, accédait à tous les postes de pouvoir, donc en Afrique. Et ça a continué. Bon. Et une organisation gouvernementale centrée sur des principes de justice et de sagesse divine, caractérisée notamment par la Ma'at. Vous voyez? Donc, la problématique, c'est que tout ça nous a rendu un peu trop peace and cool. C'est ça, on est un peu peace and love, on est gentil avec tout le monde. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a vécu dans un régime où il y a un moment, il fallait mettre un coup de pression et on l'a pas eu. Alors, naturellement, les gars nous bousculent aujourd'hui. Vous voyez? Et tout le monde flippe. On vous dit, ah machin, parce que comme par hasard, plus personne ne sait rien. Non, il faut arrêter de flipper. Bon. Il faut bousculer les gens, il faut les bousculer. Donc, comme a dit Jean-Charles, en Égypte ancienne, il y avait le bac, qui veut dire le serviteur, mais c'est un homme libre, il est marié. Il y a une certaine heure, il arrête même de bosser. Il va bosser pour lui. Vous voyez, donc le problème est réglé. Bon, ensuite, il y a le hem, le féminin. Le hem, ça veut dire l'épouse. Là, ils sont mal. Le terme qui disent que, non mais c'est un truc extraordinaire. Le thème qui veulent faire croire que c'est le thème qui veut dire l'esclave était appliqué à Pharaon lui-même, Hemeth, qui veut dire sa majesté. Et quand Hem, vous le mettez au féminin, Hemeth, ça donne l'épouse. Hemeth des soutes, l'épouse royale. Et les machins, donc les gars sont mal barrés. Donc ensuite, il y a le Sekeran, qui est le vivant blessé. Mais c'est un vivant blessé, mais s'il est blessé, c'est qu'on prend soin de lui. C'est pas un vivant qu'on va tuer. On n'emmène pas à l'abattoir, on dit le vivant qu'on emmène à l'abattoir. Là, on est blessé, il est blessé, donc on le répare. Vous voyez? Et on a des textes tels que l'Imaaton. L'Imaaton dit quoi? Parce qu'il faut aller chercher des textes chez nous qui disent que les hommes étaient des bien hommes. On défie quiconque de trouver des textes d'ailleurs. La seule solution qu'ils ont, c'est d'aller inventer, de faire du faux et d'usage de faux. Parce que c'est des professionnels de son domaine. Donc, quelles sont les choses nombreuses? Quelles sont nombreuses les choses que tu as créées? Donc j'ai supprimé des lignes pour aller à l'essentiel. Ô Dieu unique, voyez le mot unique. Ils vont vous dire après vos gamins que l'Égypte était polythéiste. C'est eux qui étaient polythéistes et qui le sont jusqu'à aujourd'hui. Ils adorent Jésus-Christ et l'argent. Ô Dieu unique qui n'a point autre au-dessus de lui, tous hommes, troupeaux et bêtes sauvages, tu as mis chaque homme à sa place et a pourvu à son nécessaire. Chacun a sa nourriture et son temps de vie est compté. Les langues sont séparées dans leur expression, leur caractère, comme leurs peaux sont distincts. Seigneur de l'univers, tu as organisé l'univers. Vous voyez? Seigneur de l'univers entier, tu as organisé l'univers. Voilà les textes qu'on avait nous. Vous voyez? Bon. Donc, le problème, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Jean Bailey, spécialiste qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les termes, je vais vous dire très évidemment, les noms de l'esclave en égyptien. Parce que là, pété connuyo, tu le prends, tu fais clac, 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 clac. Parce que qu'est-ce qu'il dit ce type? Ce type dit, pour désigner l'esclave, là c'est même pas Jean-Charles qui parle, c'est même pas moi, vous voyez, on dégaine par personne interposée. Pour désigner l'esclave, la langue égyptienne n'a pas de mot spécifique. Ce n'est pas qu'elle manque de termes pour exprimer les idées de subordination, de travail et de service. Au contraire, elle rend ces idées par des termes nombreux. Mais aucun d'entre eux ne correspond exactement à l'idée de servitude, c'est-à-dire de possession de la personne, corps et biens, de sujétion et de dégradation, comme les mots latins grecs servus doulos. Ni
leur emploi, ni leur sens intime et leur étymologie, autant qu'on peut les saisir, ne les dit à cette signification. Donc lorsqu'il va dire que l'Égypte ancienne a été la grande initiatrice, M. Pétain Grenouillot est un escroc. Et ça, il faut le lui dire en face. Mais encore, ce type qui représente, il faut lui dire que c'est un escroc. Et nous disons à son fan club que c'est un escroc. Voilà, mais s'il y en a un qui veut prendre la suite, ben, il n'y a pas de problème, on l'attend. Donc on a des documents qui montrent dans quelles conditions les gens travaillent. Bon. Quelle fut l'attitude exacte des Européens en arrivant en Afrique? Quel a été leur comportement? Ah ben, je vais vous dire une chose. Serge Dager, qui est professeur d'histoire de l'Afrique à l'université Charles de Gaulle de l'île 3, l'île 2, qualifie les exactions européennes interafricaines aux premières années du contact Europe-Afrique d'actions terroristes. Ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas trouver de mot plus fort. Je suis désolé, moi, je lui dis, c'est bon. Il dit, voilà, l'attrait du profit conduit à l'action terroriste. Alors, si ce type, qui est professeur d'histoire, a la documentation devant les yeux, et dit le comportement de mes pères en Afrique équivaut à ce que fait le TA ou je ne sais pas quel autre machin, ou à Wakanda, hein, puisque c'est eux aussi qui ont la paternité du truc. Ah ben, le problème est réglé. Voilà, moi j'ai même plus à discuter. Bon, je fais vite. Bon, lorsqu'on voit la bulle papale du 8 janvier 1454, le pape il dit quoi dans la bulle? Il dit attaquer, conquérir, vaincre, réduire et soumettre tous les sarrasins, tous les nègres païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient avec leur royaume et compagnie, en servitude perpétuelle. Donc on a la note d'intention. Donc le problème, encore une fois, est réglé. Il n'y a pas de commerce. Bon, je continue puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Où sont les royaumes africains d'Olivier Pétain Grenouillot qui seraient négriers? J'ai pratiquement terminé. Jean-Michel Deveau, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nice. Il est auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'or des esclaves. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsqu'un témoin oculaire est arrivé sur la côte de l'or au Ghana, ce type a dit et a écrit, confirmé par Villot de Belfond en 1769, pour les esclaves sur cette côte, ils n'en ont pas beaucoup. Voyez, ne leur étant pas permis, à moins qu'ils ne soient nôtres, de faire ce commerce, ce qui fait qu'ils n'en ont que pour leur service des champs ou du ménage. Donc ça, on peut considérer que là, on a déjà donné à Pétain Grenouillot un crochet du droit. Ensuite, un autre témoignage qui vient d'Harry Morton Stanley à propos d'un arabe qui s'appelle Ahmed Ibrahim, qui dit quoi? Qui dit les Wana Wanda, en parlant du Burundi et du Rwanda, sont un grand peuple, mais des hommes cupides, malfaisants, fous et traites. Ils n'ont jamais permis à un arabe de trafiquer dans leur pays, ce qui prouve que ce sont de mauvais gens. C'est-à-dire, voilà des arabes qui veulent que les nègres vendent des nègres, soi-disant, et nous appellent des gens cupides et des mauvais gens, parce qu'on ne vend rien. On n'en va même pas de l'eau fraîche. Donc on peut considérer à ce stade-là, c'est un crochet de gauche. Bon. Ensuite, parce qu'il faut le mettre KO quand même, enterrant encore plus profondément la tête grenouillaise dans le pollué de sa fourberie, en révélant ceci, les empires africains avaient des constitutions, ce qu'on appelle des chartes. Et là, on va dégainer les chartes maintenant. Parce que les gars veulent jouer à l'imbécile. Donc, on va dégainer juste une aujourd'hui, histoire de s'amuser un peu. C'est la charte du Mandé. Je termine. La charte du Mandé se termine, je prends la dernière phrase. L'essence de l'esclavage est éteinte à ce jour, d'une frontière à l'autre du Mandé. Et quand on sait que De La Fosse a dit que c'est l'empire le plus grand de l'univers, si déjà cet empire-là dit franchement nous on n'est pas dedans, les gars ils sont mal. Donc à partir de là, on peut considérer deux dernières choses. Pétain Grenouillot s'appuie sur les thèses de Patrick Manning qui a lui-même déjà renié ses thèses et vous pouvez aller voir sur son site internet. Mais quant à Martin Klein qui dit qu'en 1900 il a vu 7 millions d'esclaves en Afrique, il faut lui rappeler que compte tenu de la conférence de Berlin en 1885, les 7 millions d'esclaves qu'il a eu, ce sont les travailleurs forcés de la colonisation française. Et qu'on leur remercie même de nous dire qu'il y avait 7 millions d'ouvriers forcés qui ont donné leur vie à la colonisation. Donc à partir de là...